Je vous ai parlé dans la vidéo sur le marsouinage de deux éléments concernant le développement des Formule 1 dans la quête de la performance, la soufflerie et la CFD. Alors ce sont des processus que l'on ne voit que très rarement étant donné le secret qui les entoure, mais qui se traduit par une donnée pour nous qui s'appelle le chronomètre sur la piste. Bon alors cette recherche de quête de performance dans les usines pour ensuite les amener sur les grands prix dans l'objectif de gagner coûte cher, demande du temps et d'employer les meilleurs cerveaux que l'on peut trouver sur le marché. Sauf que, histoire de rajouter un peu plus de complexité pour nous, il y a des règles que les équipes doivent respecter pour faire le développement de leur voiture. Alors, concrètement, c'est quoi la soufflerie? C'est quoi la CFD? Et comment les règles de la FIA impactent les équipes et la hiérarchie? C'est ce qu'on va tenter de comprendre ensemble aujourd'hui. En Formule 1, chaque équipe est considérée comme un constructeur. Chaque équipe conçoit et construit son châssis et certaines pièces essentielles de la voiture comme les ailerons et la carrosserie notamment. Alors certaines pièces peuvent être achetées à d'autres écuries comme les suspensions par exemple, et certaines pièces sont des pièces standardisées fournies à tout le monde. Là on parle des caches-jantes par exemple ou même des caméras de télévision qu'on met sur les voitures. Bref, tout ça pour dire que en F1, comme on construit sa propre voiture et qu'on a le droit de l'améliorer, c'est une variable importante de la performance que l'on aura en piste. Plus la voiture est meilleure, plus haut finira son pilote à son volant. Alors pour améliorer la voiture, il faut donc que tous les éléments à la fois mécaniques et aérodynamiques fonctionnent parfaitement ensemble, car les éléments mécaniques ont généralement un impact sur l'aérodynamisme et vice versa. Bon alors je reviens pas sur l'efficacité aérodynamique, il faut que l'on crée le plus d'appui aérodynamique pour être rapide en virage tout en limitant la traînée qui nous ralentit en ligne droite. Maintenant que l'on sait ce que l'on veut, c'est le moment de faire fonctionner la matière grise pour créer les meilleurs éléments aérodynamiques pour améliorer notre voiture. Et on va forcément partir de notre voiture de base que l'on a fait rouler par exemple aux essais hivernaux en début de saison. Alors du coup, les ingénieurs et les pilotes font un retour technique de ce qui va, de ce qui ne va pas sur la voiture et orientent l'équipe dans la décision de savoir quel chemin on va prendre pour l'améliorer. Alors on se dit pas juste suffit juste d'avoir un meilleur aileron avant et hop, voilà, on est bon. Encore une fois, comme les éléments mécaniques et l'aérodynamisme fonctionnent ensemble, si on modifie un élément, ça va avoir un impact sur tout le reste de la voiture. Bon alors pour simplifier, on va dire qu'on a besoin de bosser sur un nouvel aileron avant. On va donc chercher nos points d'amélioration possibles, etc. Et on va tester notre idée une fois que l'on pense que c'est pas trop mal. Là, on a un processus qui se fait généralement, on va dire entre guillemets, en deux étapes, la CFD et la soufflerie. Alors CFD veut dire Computational Fluid Dynamic, ou la mécanique des fluides numériques en français. Pour faire simple, on va créer un modèle 3D dans un logiciel et on va pouvoir étudier l'écoulement de l'air sur notre objet et aux alentours. En fait, finalement, l'ordinateur va calculer toutes les équations hyper complexes liées à la mécanique des fluides, donc dues au comportement de l'air dans notre cas, pour que l'on comprenne si notre nouvel aileron avant génère l'appui aéro que l'on voulait. C'est une donnée parmi plein d'autres évidemment qu'on va récolter. Alors cet outil est hyper important car il permet d'avoir des résultats et de tester des idées à moindre coût puisqu'on a besoin de absolument rien fabriquer. Alors même si les résultats sont hyper précis généralement, il n'en reste pas moins que la réalité est toujours bien plus précise. Bon, admettons que nos résultats en CFD soient convaincants, on ne va pas directement aller voir le chef d'atelier et lui dire « Bon écoute bonhomme, la CFD elle a dit que, donc go, tu vas aller me faire un moule pour fabriquer mon nouvel aileron en carbone pour la prochaine course. » Non, on va d'abord faire un autre test plus proche de la réalité et justement on arrive à notre deuxième outil, la soufflerie. Alors la soufflerie, c'est un tunnel où on va souffler de l'air et y placer un objet en son centre pour étudier véritablement le comportement de l'air dessus. On utilise généralement une soufflerie pour des véhicules, voitures, avions, trains, etc. mais aussi pour des bâtiments par exemple, pour voir leur résistance face au vent tout simplement, pour des gratte-ciel. Alors du coup, il faut que l'on fabrique notre nouvel aileron avant à la bonne échelle et qu'on le place sur notre maquette qui va se faire souffler dans le tunnel. Et ça, forcément, ça coûte un petit peu d'argent. Et on va faire passer tout un tas de tests à notre maquette à des vitesses différentes, avec des réglages différents pour simuler un par un les mouvements de la voiture, accélération, freinage, virage et étudier l'écoulement de l'air sur notre maquette. Bon alors, on récupère pas les données par l'opération du Saint-Esprit, comme dirait l'autre, on a ce que l'on appelle des sondes pitot dans le tunnel ou même parfois des capteurs dans certaines parties de la maquette qui transmettent la vitesse et la pression de l'air.
Les sons de pitot, vous vous souvenez, c'est les gros grillages là qu'on voit sur les F1 pendant les tests hivernaux notamment, pas que, parfois aussi en essai libre 1. Évidemment, en faisant ces tests, que ce soit en CFD ou dans la soufflerie, il faut être ultra précis dans le processus si on veut que nos résultats soient valides et pas faussés. Et derrière, on va les comparer à nos résultats de base, on va dire, et voir s'il y a bien une amélioration. Bon alors super, notre aileron avant est validé, on y croit dur comme fer, c'est prometteur, mais le seul juge, c'est le chrono et la piste. Boum, on fait partir nos plans à notre chef d'atelier, fais-moi un moule et remplis-le de carbone, mets-le au four thermostat 8 et on envoie l'aileron à la prochaine course pour la gagner tout simplement. Ça, c'est quand tout se passe bien et quand tout se passe parfaitement. Alors les équipes ne choisissent pas au hasard leur développement, évidemment, mais chaque équipe va partir généralement sur deux chemins un petit peu obligatoires. Il faut faire un ensemble d'éléments aérodynamiques, un package comme on dit, pour les circuits qui demandent beaucoup d'appui aérodynamique, comme Monaco, et un autre pour les circuits qui demandent peu d'appui aérodynamique, comme Monza et Spa-Francorchamps. Et dans le même temps, en fait, on va développer des améliorations plus globales, on va dire, sur la voiture et sur notre package de base, dont on va se servir finalement sur cette saison, sur plein d'autres circuits. Alors sachez qu'en général, chaque écurie commence à travailler sur la voiture de l'année en cours un an avant. Pour 2022, c'est un petit peu plus particulier car on sort du Covid et on a repoussé la réglementation. Donc c'est F1 de 2022 qu'on voit. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille dessus. En revanche, nous sommes le 30 mars 2022, cela doit faire un peu plus de 3 mois, à peu près, que les équipes travaillent déjà sur la voiture de 2023. Donc les équipes travaillent sur 2 voitures à la fois, concevoir celle de l'année prochaine et améliorer celle de l'année en cours. Et évidemment, on a une partie de l'équipe qui bosse sur l'une et une autre partie de l'équipe qui bosse sur l'autre. Bon, vous voyez, non seulement du boulot, il y en a à l'appel, mais comme par nature, la recherche de performance n'a pas de limite. Autant vous dire que plus on en fait et mieux on en fait, mieux ce sera. Et tout cela coûte beaucoup d'argent. Et ces dernières décennies, la F1 était véritablement devenue un pay to win. Balancer un demi-milliard par saison pour faire rouler 2 voitures sur une vingtaine de courses, oui, ça aide légèrement à attirer les meilleurs ingénieurs, avoir le meilleur matos, la meilleure soufflerie, etc. pour faire la voiture ultime. Et forcément, quand tu t'appelles Haas ou Williams et que tu peux balancer que entre 120 et 150 millions, forcément tu fais un petit peu moins de choses. Cette époque est désormais révolue, mais on va tout juste commencer à en voir que très légèrement les fruits parce que cela reste très récent. Depuis 2021, chaque équipe de Formule 1 doit respecter un règlement financier pour développer sa voiture. En 2021, les équipes avaient un maximum de 145 millions de dollars à dépenser et en 2022, elles ont 140 et normalement, je crois qu'en 2023, on devrait passer à 135. Depuis quelques années aussi, on a limité de manière égale toutes les équipes sur le nombre de simulations en CFD et le nombre de tests en soufflerie. Ça, c'est histoire que on n'est pas une équipe qui a presque un budget illimité, on va dire, fasse tourner sa soufflerie 24 heures sur 24 avec des ingénieurs qui se relaient, etc. Alors ça, dans l'idée, ça a l'air dingue. Mais bon, c'est pas viable. Et depuis 2021 aussi, on a eu un changement sur la manière dont on répartit le nombre de tests en soufflerie et le nombre de simulations en CFD. On alloue un nombre croissant du premier au dernier, du dernier championnat disputé. L'équipe au milieu de classement aura le nombre normal alloué, entre guillemets, donc 100%, tandis que l'équipe championne aura 90% et la dernière équipe aura 112,5% du nombre réglementaire. Et à partir du 30 juin de chaque année, on redistribue les cartes en fonction du classement du championnat en cours jusqu'à la fin de l'année et hop, on recommence le processus. En 2022, les écarts alloués augmentent, on note une différence de 5 points entre chaque équipe désormais. En plus de cela, on a réduit le temps pour les meilleurs. Bon alors du coup, en limitant le temps de développement, on va donc obliger les équipes à faire des choix. Celles qui ont le plus de temps, on va dire, vont pouvoir faire plus de tests, vont pouvoir tester plus d'idées, partir sur des pistes de développement plus importantes, sur plus de parties de la voiture, à la fois en CFD et à la fois en soufflerie. Celles qui ont moins de temps vont devoir peut-être prendre un petit peu moins de risques et assurer plus des grosses améliorations plutôt que de prendre plus de risques. Elles vont aussi peut-être pouvoir moins travailler sur certains petits appendices qui ne donnent pas forcément un énorme avantage en termes de performance par rapport à d'autres améliorations possibles. Bon alors tout dépend de comment les équipes fonctionnent, Ce n'est pas parce que vous avez plein de temps que vous n'avez que des bonnes idées qui fonctionnent. Oui, ça vous octroie l'avantage de passer plus de temps à tester et à peaufiner des concepts, mais cela ne donne pas la garantie que ça va fonctionner sur la piste. Bon, mais alors concrètement, comment ça se passe et quelle écurie a quoi comme temps de développement et surtout, qu'est-ce que ça donne? Bon alors j'ai compilé pour vous le chemin de chaque équipe depuis la mise en place de ce système. Concrètement, les écarts en termes de temps
de développement, on va dire, sur 2021 sont bien trop minimes pour y voir un véritable impact sur la performance des voitures de cette année. Et je rappelle que ce système ne fait absolument pas tout et ne dicte pas à lui seul la performance des voitures. Williams, qui a eu un temps assez important pendant 2021 et qui en bénéficie encore aujourd'hui, n'a pas autant remonté que Haas en termes de performance par exemple. Mais si on établit aujourd'hui, juste après Bahreïn pour le coup, un classement à la louche, on va dire, des performances pures des voitures, voici qui va lutter avec qui et avec le temps alloué jusqu'au 30 juin de cette année. Typiquement, Haas et Alfa Romeo bénéficient encore de leur dernière place au championnat pour continuer sur leur lancée, on va dire, et passer plus de temps à tester des idées à l'usine pour améliorer leur voiture. Alpine et AlphaTauri qui se battent avec elles vont devoir être un petit peu plus malines et tenter certains paris pour leur développement pour essayer de dépasser, on va dire, Haas et puis Alfa Romeo. De même, Mercedes est dans la même posture, on va dire, pour courir après Ferrari et Red Bull. Là où ça fait mal et ils payent leur trop peu de roulage en essais hivernaux, c'est McLaren. Peu de temps alloué pour leur 4e place l'année dernière et beaucoup de rythme à rattraper en termes de performance cette année. Alors les effets de cette estimation, on va les voir vers, on va dire, la fin de cette saison et sur l'année prochaine surtout. Et n'oubliez pas qu'au 30 juin, on prend le classement actuel du championnat pour faire la nouvelle répartition jusqu'à la fin de l'année. Alors chaque équipe va répartir la manière dont elle développe la voiture de cette année et la voiture de l'année prochaine selon ce qu'elle juge intéressant de faire ou non. On a donc eu un premier changement dans la hiérarchie. Maintenant, on va voir s'il va continuer de changer, surtout les prochaines années, quoi. Alors oui, ce système n'est pas parfait, il retire des armes aux meilleurs pour en redonner aux plus mauvais. Ça fait un petit peu nivellement par le bas, on va dire. C'est pas le tout d'avoir de l'argent et du temps, il faut savoir correctement le dépenser.